Ceci est la troisième partie de ma vidéo sur Arcane, on va parler du troisième acte de la saison 1. Donc évidemment spoiler pour la saison 1, par contre je ne parlerai pas du tout de la saison 2. Si vous avez loupé les deux premières parties, les liens sont dans la description et la vidéo est dans une playlist où vous pourrez les retrouver. On va donc se plonger dans les 3 derniers épisodes de la saison 1 d'Arcane, et sans plus attendre, commençons par l'épisode 7. L'épisode 7 a pour titre Le Petit Sauveur et s'ouvre sur un montage musical des feux volants les présentant comme des figures ennemies de l'autorité, frappant un pacifieur et un œil familier, celui de Silco. Pas forcément un montage incroyable, surtout quand on revient de celui de l'épisode 6, mais c'est un peu comme un trou normand, ça aide à passer à autre chose. Vi et Caitlyn sont captives attachées à un poteau et se disputent au sujet de ce qu'elles ont appris l'une sur l'autre dans l'épisode précédent. Vi est emmenée, se retrouve face au leader des feux volants qui retire son masque et révèle être Echo, son amie d'enfance. Il lui demande ce qu'elle sait de la gemme, pas de chance elle ne sait rien, puis ils se disputent car Echo ne sait pas s'il peut lui faire confiance. Vi retire ses menottes et le prend dans ses bras. C'est ce genre de petit moment où Arcane sait rendre ses personnages humains. Echo est dans son rôle au sens de son rôle dans l'intrigue en tant qu'acteur du récit. Vi ramène l'aspect humain et émotionnel. Elle ignore l'intrigue pour offrir un moment d'émotion qui nous rappelle que ces personnages ressentent des choses et ne sont pas juste là pour faire avancer le récit. Ils ont des besoins, des envies, des sentiments. On retrouve Victor qui parle de son ex-corps au scientifique. Celui-ci lui propose d'utiliser la chimère pour survivre aux effets négatifs. Il lui dit que l'amour et l'héritage doivent être sacrifiés au nom du progrès, et que c'est ce qui l'a poussé à se séparer d'Heimerdinger. Il lui dit en gros que le progrès social est un frein au progrès technologique. Mais Victor pense que Jace, contrairement à Heimerdinger, comprendra. Nouveau duo miroir donc entre Heimerdinger, fondateur de la cité qui vit dans la lumière, et ce scientifique qui apparemment l'a connu et vit dans l'ombre pour mener ses expériences. Et un avion! Jace est en train de forger torse nu pour le plaisir des yeux quand Mel arrive et lui explique qu'il est facile à retrouver, étant devenu la tête du conseil. Il parle un instant de sécurité, de la grenade de Jinx, puis de leur trahison d'Heimerdinger. Jace mentionne que Victor et Caitlyn ont disparu. Il est isolé, au sommet, comme dans la chanson Les Rois du Monde, dont voici un extrait, en japonais. Ne demandez pas pourquoi, profitez juste. Sevika et Silco parlent des complications liées au blocus des ponts et se demandent si Marcus les a finalement trahis. Les barons de la drogue ont demandé à tenir une assemblée. Silco veut retrouver Jinx, mais Sevika, dans un rare moment d'empathie pour cette dernière, lui fait comprendre qu'il doit attendre qu'elle soit prête. Une Jinx blessée revient dans son repère, durant une crise de psychose, elle se souvient du nom de Caitlyn, puis mime un coup de pistolet. On a les motivations de Jinx pour ce troisième acte, se débarrasser de celle qu'elle perçoit comme un obstacle entre sa sœur et elle. Echo montre à Vi l'arbre qui pousse dans la fissure et sert de refuge au feu volant. La symbolique est évidente, c'est un symbole d'espoir et de résistance. En parlant d'espoir, Vi veut sauver Powder. Echo lui répond qu'il n'y a plus que Jinx. Il lui montre une fresque en hommage à ceux qu'ils ont perdus, sur laquelle on voit Vi et Powder. Ici, c'est les motivations de Vi qui nous apparaissent. Elle a été directement témoin de la personnalité de Jinx, qu'elle pense être une création de Silco, et elle veut faire ressortir la personnalité de Powder, qu'elle pense être la vraie identité de sa sœur. Une émeute éclate sur le pont, et on comprend que c'est parce que Victor a contourné le blocus pour aller voir le scientifique. Jace s'énerve, montrant alors son mépris et sa peur des gens de zone, oubliant que Victor vient aussi de là. Quand Jace lui demande si son ami a pu l'aider, Victor lui ment. Un cocktail Molotov éclate alors sur le pont. Jace est témoin des conséquences directes de ses décisions. Et on a ici la magnifique illustration de son arc, la classique trajectoire en cloche d'un personnage qui monte au sommet du pouvoir et qui ne peut plus que retomber. Le deuxième acte était la montée, le troisième acte sera la chute pour Jace. Silco et Sevika se rendent à l'assemblée des barons qui se tient dans un immeuble si haut qu'il sort de la fissure et baigne dans la lumière du jour. Est-ce que je dois expliciter cette symbolique? Croyez pas que je la critique, une symbolique claire et évidente, c'est génial pour communiquer les thèmes d'un récit. Less is more. L'un des barons, Finn, est en train de monter les autres contre Silco et son rêve fou de rébellion quand il entre. Sa crédibilité souffre de son incapacité à contrôler Jinx. Silco les étouffe avec l'air de la fissure, leur rappelant ce qu'il leur a offert en les élevant si haut. Un petit détail que j'apprécie, c'est que Silco est le seul personnage qui semble à peine affecté par cet air qui asphyxie immédiatement les barons. Il n'a pas oublié d'où il vient, il ne s'est pas élevé au-dessus de la fumée. Il respire toujours le même air toxique dont il veut libérer Zone. Mel observe le portail, l'air grave. Son assistante l'informe que Piltover semble en position de faiblesse face à ses alliés. Mel répond que Jace n'est pas encore prêt, trajectoire en cloche on connaît. Elle a également reçu une lettre avec un sceau qu'elle reconnaît. Echo détache Caitlyn qui est prête à se sacrifier pour sauver Vi, ce qui amuse beaucoup cette dernière.
Elle a dit à Echo qu'il pouvait faire confiance à Caitlyn et il va lui accorder un passage à Piltover. Dans son bureau, un Silco clairement mal à l'aise est sur le point de se piquer l'œil, symbole de sa dépendance à Jinx. Cette dernière apparaît alors pour l'aider. Elle l'attaque avec la seringue pour lui avoir menti sur Vi. Silco lui répond que Vi est là pour la gemme, pas pour elle. Il la manipule émotionnellement et elle finit par l'injecter dans l'œil avant de disparaître. Cette scène nous rappelle que Silco est le point faible de Jinx et inversement. Ces deux personnages ont un impact nocif l'un sur l'autre et ça ne pourra que mal se terminer. Caitlyn et Echo se disputent au sujet des pacifieurs qui chassent les feux volants sous ordre de Silco, ce qu'elle refuse de croire. Caitlyn déclare alors que cette ville a besoin d'être soignée sous le regard touché de Vi. Echo accepte de rendre la gemme à Jace à condition que ce soit lui qui le fasse. Victor examine la grenade de Jinx sous le regard de Jace et Mel. Il lui demande si elle pourrait fabriquer une arme à partir de la gemme. Victor pense que c'est possible. Mel demande alors qu'il soit plus rapide et fabrique eux-mêmes une arme. Victor et Jace s'offusquent. Mel tente de convaincre ce dernier avant de partir. Victor et Jace discutent et Victor active la grenade de Jinx. Il réussit à la désarmer avant qu'elle n'explose. Jace pense ne pas avoir le choix. Victor lui rétorque qu'il y a toujours un choix. Ici, la série s'intéresse à la question de la course à l'armement, une question très complexe. Faut-il chercher à construire des armes de plus en plus puissantes? Est-ce que l'escalade de la puissance joue un rôle préventif ou bien assure le risque d'une destruction encore plus grande? Victor, ayant été témoin de la violence que Piltover inflige à Zone depuis des années, ne croit pas un instant que les armes Hextech ne puissent pas être utilisées. Mel, craignant que Zone ne se venge de cette violence, pense que s'armer est inévitable. Et Jace doit choisir, même s'il pense qu'il n'a pas le choix. Un petit montage nous présente les différents personnages qui se rendent sur le lieu des éléments perturbateurs du troisième acte. C'est pas forcément un montage émotionnel, il sert surtout à créer une attente et à faire monter la tension, il est plus fonctionnel qu'autre chose. On a donc en juxtaposition Jace qui est en dilemme pour la création des armes Hextech, Vi, Caitlyn et Echo qui se rendent sur le pont, Jinx qui les y attend, Victor qui mène l'expérience avec la Shimmer et l'Excore, et Heimerdinger qui quitte Piltover pour se rendre à Zone. Une fois arrivée sur le pont, Vi se rend compte qu'elle ne peut pas abandonner Powder une nouvelle fois. Echo maintient qu'elle ne pourra pas la changer, mais elle répond qu'elle doit essayer. Jinx observe la scène, agacée de voir Vi enlacer Caitlyn, tourmentée par ses fantômes. Vi disparaît dans la brume, Echo et Caitlyn continuent et sont interrompus par Marcus et ses hommes. Caitlyn lui dit qu'elle a des preuves que Silco est derrière tout ça. Ironie dramatique donc, on sait que Marcus est sous les ordres de Silco. Mais on sait aussi qu'il a des envies de le trahir, ce qui ajoute une certaine tension. Marcus lui demande de lui montrer les preuves, il s'avance, Echo montre la gemme que Jinx aperçoit, Marcus tire sur Echo, Vi entend le coup de feu et revient en arrière. En la voyant foncer à la rescousse de Caitlyn, Jinx s'énerve et la traite de menteuse, pensant voir une preuve de plus que Vi l'a remplacée et ne voulait la retrouver que pour récupérer la gemme. Marcus est sur le point d'abattre Caitlyn quand un nuage de lucioles arrive, se pose sur les pacifieurs et explose. Dans les cendres, on voit que Echo portait un plastron qui a arrêté la balle. Jinx arrive, Caitlyn est blessée à la jambe. Jinx abat un pacifieur au sol, Vi fonce vers Caitlyn, Marcus essaye de demander à Caitlyn de dire à sa fille qu'il... mais meurt avant de finir sa phrase. Vi rejoint Caitlyn. Jinx récupère la gemme, puis voit Vi soutenir Caitlyn. Elle hallucine cette dernière en diablesse souriante et tire avec sa Gatling, séparant les deux jeunes femmes. Echo apparaît alors et la désarme. Il récupère la gemme et la jette à Caitlyn, lui criant à elle et Vi de partir. Vi se retourne une dernière fois vers sa sœur, les larmes aux yeux, puis s'en va. Jinx lance le titre de l'épisode en baptisant Echo Petit Sauveur. On a alors un montage hyper stylisé qui montre le combat alternant entre versions présentes et passées des deux combattants et se terminant avec Echo perdant. Puis le temps se rembobine, retour au présent, Echo prend l'avantage, il n'y a plus de musique, plus de couleurs saturées, plus d'images d'enfants qui sourient et jouent, juste le bruit des coups. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ce passage et je peux comprendre pourquoi. Il n'y a pas de scène dans le premier acte qui montre Echo et Powder jouer ensemble comme ça. En fait, il y en avait une, mais elle a été coupée pour des raisons de rythme. Donc l'affrontement entre ces deux personnages censés avoir été amis d'enfance tombe un petit peu à plat puisqu'on n'a pas eu l'occasion de voir leur amitié à l'écran. Mais je trouve que ça marche quand même pas trop mal thématiquement. On comprend que l'idée de la scène, c'est qu'il y a un passif entre les deux. On voit deux amis d'enfance désormais ennemis et visuellement c'est très intéressant. J'adore particulièrement le contraste entre le montage stylisé et le vrai combat brut et cru, illustrant que l'enfance et l'innocence sont loin derrière ces personnages. Cependant, je l'admets, la scène est intéressante d'un point de vue thématique, mais elle sonne un petit peu creux niveau émotion. En parlant d'émotion, Echo domine Jinx mais retient son coup devant son visage apeuré. Malgré tout ce qu'il dit depuis le début de l'épisode, il n'a pas oublié Powder. Mais Jinx dégoupille une grenade. Le pont est à nouveau en flammes comme au tout début de la série. Vi se retourne et regarde la fumée et les braises. Jinx est au sol, le visage couvert de cendres. La montre d'Echo est cassée.
Le troisième acte a commencé. Dans cet épisode, on établit de nouveaux enjeux. La chute de Jace et la création des armes Hextech, la plongée de Victor dans ses expériences, la jalousie de Jinx envers Caitlyn, le dilemme de Vi entre sauver Powder et empêcher Jinx de causer du tort, bref, tous les éléments qui vont mener au point d'orgue de la saison. Et comme pour nous préparer mentalement, le troisième acte commence par une explosion causée par Jinx. Je vous laisse deviner comment il se termine. L'épisode 8 s'intitule L'eau et l'huile. Il commence avec une jeune Mel se tenant dans une salle du trône ravagée, sur un trône brisé, une grande trace de sang. Sa mère arrive et lui explique que son grand-père l'avait emmenée sur les ruines d'un champ de bataille quand elle avait 10 ans pour qu'elle connaisse la mort. Merci, papy, pour tout ce que tu m'as appris. Mel répond que d'après son frère, la guerre est l'échec de l'appareil étatique. Sa mère rétorque que pour réussir dans ce monde, on ne peut pas juste parler, il faut être à la fois le renard et le loup. Mel présente son idée pour établir une monarque dans cette salle du trône, sa mère lui répond qu'elle pourrait être cette monarque, qu'elle lui donnerait le monde si elle peut prouver qu'elle est capable de le prendre. Les gardes font entrer une jeune femme, sous-entendu la précédente monarque. La mère lui demande ce qu'elle devrait faire d'elle. Mel fait preuve de pitié. Sa mère décapite la jeune femme, rétorquant qu'un loup ne connaît pas la pitié. Mel se réveille en sursaut. Derrière elle, une immense peinture représentant le sang de la jeune femme qui l'écrase dans sa chambre. Elle jette un œil à Jace, endormi à côté d'elle. Cette scène nous montre que malgré ses jeux de pouvoir et ses manipulations, Mel a un bon fond et cherche avant tout à maintenir la paix. Le problème étant qu'elle a appris l'exercice du pouvoir auprès d'une personne qui se spécialise dans la guerre. Vi et Caitlyn se sont échappés. Elle la dépose avant de retourner voir Jinx. Silco est déjà là. Il tombe sur le corps de Marcus, puis trouve Jinx inconsciente. La panique s'empare de lui. Vi est bloqué par le passage d'une troupe de pacifieurs. Silco serre Jinx dans ses bras, sa main tombe au sol, révélant qu'elle avait récupéré la gemme. Caitlyn s'en rend compte et réalise qu'elle a échoué dans sa mission. Silco emporte Jinx avec lui sous le regard impuissant de Vi. Le soleil se lève sur le pont et le corps des pacifieurs. Jace et Mel découvrent la scène sous le choc. Jace vomit avant de voir une des lucioles explosives de Jinx. Mel semble déterminée. Vi ramène Caitlyn dans sa chambre quand sa mère fait irruption, fusil en main, suivi de son père. Pendant que ce dernier soigne la jambe de Caitlyn, sa mère lui fait la morale. Caitlyn la convainc de lui accorder une audience auprès du conseil. La mère accepte qu'elle et son amie parlent directement au conseiller. La fameuse amitié entre deux femmes très proches physiquement qui se regardent longuement dans les yeux. De très bonnes amies d'après les historiens. Silco ramène une Jinx grièvement blessée au mystérieux scientifique. Il lui explique qu'il pourra la sauver, mais que le processus sera difficile, que la mort est parfois plus douce. Voyant que Silco est affecté par ce qu'il se passe, le scientifique l'endort pour lui épargner de voir ce qu'il va faire. Il lui dit que lui aussi, auparavant, avait une fille. Sevika est en train de réparer son bras dans le bureau de Silco quand Finn arrive. Il veut lui parler, à elle, pas à son chef. Il lui fait remarquer qu'elle passe son temps à ramasser la merde que Silco laisse derrière lui en se pliant à tous les caprices de Jinx. Elle écoute. Nouvelle symbolique avec le briquet de Finn qui représente la loyauté et la trahison. Quand il allume le cigare de Sevika, ça symbolise qu'elle lui donne sa loyauté et qu'elle trahit Silco. Cette symbolique va revenir. La mère de Mel, Ambessa, arrive à Piltover dans une grande entrée digne de Dark Vador. Mel lui demande ce qu'elle est venue faire ici, elle lui apprend que son frère est mort après avoir contrarié le mauvais homme. Puis elle embraye immédiatement sur les armes Hextech, illustrant qu'elle n'est pas du genre à s'épandre en sentiments et qu'elle sait se concentrer sur les affaires quand il le faut. Mel ne veut pas que les armes Hextech soient utilisées. Sa mère lui répond qu'on ne peut pas désinventer une arme et qu'elle finira toujours par être utilisée. Puis elle s'en va avec un jeune homme pour goûter la cuisine locale. Ambessa est une figure puissante qui sait ce qu'elle veut et ne se laisse dicter sa conduite par personne. On comprend le poids qu'elle représente dans la vie de Mel, difficile de grandir dans l'ombre d'une telle reine. Caitlyn rejoint Vi dans sa chambre et lui annonce qu'elles vont parler au conseil le soir même. Vi commande son tableau fil rouge d'enquêtrice obsessive, puis elle parle de Jinx. Vi raconte une histoire d'enfance et conclut sur le fait qu'elle a abandonné Powder quand un véritable monstre est arrivé. Caitlyn lui caresse la joue, Vi lui prend la main. Comme le font les amis ? Jinx est en train de subir la procédure censée la sauver. Injectée de Shimmer, elle hallucine sa sœur qui la tue, puis la remplace par Caitlyn, qu'elle voit à la place du scientifique en train de la torturer. Ici, on assiste à une métamorphose, une transformation. Jusqu'à son combat contre Echo, Jinx était toujours déchirée entre sa nouvelle identité et celle de Powder. Cette procédure est le moment où Powder disparaît pour de bon, et les hallucinations illustrent la responsable de ce changement du point de vue de Jinx. La procédure physique illustre un changement profondément mental et émotionnel pour le personnage. Elle réussit là où le baptême avait échoué, à enterrer Powder pour de bon et à donner naissance à la vraie Jinx. Silco revient à lui et trouve la table d'opération vide et le scientifique en train de laver le sang de ses scalpels. Il lui demande ce qu'il a fait à Jinx. Le scientifique répond qu'il lui a sauvé la vie. Heimerdinger marche dans les rues de la fissure, découvrant la violence et la misère qui règnent dans les bas-fonds de la ville qu'il a fondée. Il tombe sur Echo blessé. Celui-ci a besoin de retourner dans son QG, mais sa jambe est cassée.
Jace rencontre la mère de Mel en train de se faire masser dans un bain chaud. Elle lui propose son aide et son expertise pour gérer la crise en cours, signalant qu'elle possède l'expérience qui lui manque. Elle le prévient que sans son aide, il risque de finir comme un général historique, massacré pendant que ses yeux sont fermés. On a un contraste clair entre Jace, inadapté à l'exercice du pouvoir et en train de perdre pied, et Ambessa en contrôle total de la situation. C'est elle qui est déshabillée, mais c'est Jace qui est nu. Le conseil se réunit, et pendant que Jace triture la luciole mécanique de Jinx, Caitlyn et Vi arrivent pour témoigner. Caitlyn leur explique le plan de Silco pour l'indépendance de la base-ville. Jace leur demande s'ils savent qui a fait la grenade, et Vi dit qu'il s'agit de Jinx. Une façon pour elle d'encore détacher sa sœur de ses actions. En utilisant son nouveau nom, sans préciser leur lien familial, c'est comme si elle ne la dénonçait pas vraiment. Elle l'informe qu'elle possède également la gemme. Jace dit qu'ils n'ont pas le choix et doivent intervenir par la force. Caitlyn proteste, il y a de bonnes personnes dans la base-ville. Un conseiller rétorque qu'il y en a également des mauvaises. Jace ne veut plus parler, il veut agir. Mel lui dit qu'il ne sait pas ce qu'est la guerre, qu'elle doit être le dernier recours. Le conseil semble d'accord, mais Vi s'emporte. On ne peut pas parler avec Silco. Il les hait, il n'abandonnera jamais. Elle quitte l'audience en colère et déçue, poursuivie par Caitlyn. Vi n'a plus d'espoir. Caitlyn lui dit qu'elles doivent essayer, qu'elles trouveront quelque chose. Vi lui répond que les choses ne changeront jamais, que le haut et le bas ne se mélangent pas comme l'eau et l'huile. Caitlyn lui demande « Et nous ?» Vi répète « L'eau et l'huile ». Tandis que Caitlyn a appris à remettre en question sa vision de la ville basse et de ses habitants, Vi n'a eu que la confirmation de ce qu'elle pensait sur la ville haute. Ils ne régleront jamais les problèmes de zone. Ceux qui ont de bonnes intentions n'ont pas la volonté ou le pouvoir nécessaire, et la seule solution qu'ils savent apporter, c'est une violence aveugle et inefficace. On retrouve Victor sur les quais avec une jambe visiblement transmutée. Il fait un pas, puis un autre, et se met à courir, hurlant de toutes ses forces. C'est sans doute la première fois de sa vie qu'il court. Puis il reprend ses expériences. Alors que Sky s'apprête à le rejoindre, il réalise qu'il n'a plus de Shimmer. Il continue malgré tout. Sky le trouve en pleine transe avec l'X-Corps. Elle essaye de le séparer mais est désintégrée. Victor reprend connaissance et réalise ce qu'il vient de se passer. Le X-Corps a changé de forme. Plus sauvage. Sky a payé le prix de la témérité de Victor. La vie d'une personne qui l'aimait est le prix à payer pour son défaut fatal. Jace s'active dans sa forge quand Vi arrive et lui demande s'il veut faire payer Silco pour ses actes. Elle enfile le gantelet d'Atlas et lui explique que s'ils veulent vaincre Silco, ils doivent détruire son usine de Shimmer avant qu'il n'ait le temps de réagir. Il lance un raid avec les pacifieurs. L'alarme est sonnée par un gamin et des gardes sous Shimmer les attaquent. Jace est acculé mais Vi intervient et ils font une démonstration de l'efficacité des armes X-Tech. Dans un grand défoulement de violence et d'adrénaline, Jace se met à bombarder à tout va, puis tire sur un enfant qui crache du sang, tombe et s'écrase au sol. C'est ce qu'on appelle un coup du lapin, en anglais whiplash. On passe en une seconde d'un moment triomphant à haute énergie aux terribles conséquences des actes du personnage. La chute de cet enfant, c'est la chute de Jace aussi, qui réalise avec horreur ce que ses dernières inventions vont coûter au monde. C'est un des moments les plus forts de la série qui illustre parfaitement sa thématique sur le pouvoir qui corrompt et sur le progrès technologique qui délaisse le progrès social. Le grand inventeur, dirigeant de la ville haute, qui tue un enfant de zone avec sa propre invention. Tout ça est souligné par la découverte que la majorité des employés de l'usine étaient des enfants. Le concerto de violon, symbole de la corruption et de l'ascension de Jace, reprend de plus belle. Sous sa douche, Caitlyn est blessée. Elle repense à Vi. Puis quand elle sort, la buée révèle un graffiti familier sur son miroir. Pendant une fraction de seconde, on voit une Jinx aux yeux violets derrière elle. Ce que j'apprécie particulièrement dans cet épisode, c'est le retour de la symbolique du violon. C'est une façon simple de nous indiquer que la mort de l'enfant est une conséquence directe de la montée au pouvoir de Jace. L'histoire est connectée, ce qui est planté est récolté. Ce sont des bases d'écriture, mais quand c'est bien maîtrisé et que ça sert à raconter des choses si fortes, qui résonnent si bien avec les thématiques du récit et les émotions des personnages, ça donne de grands moments comme celui-ci. L'arc en cloche de Jace se termine avec l'introduction des armes X-Tech dans le conflit. Jinx a vécu une transformation littérale, tout comme Victor, et il ne reste plus qu'un épisode. Le titre français de l'épisode 9 est Rouage et Engrenage, ce que j'ai un peu de mal à comprendre parce que le titre original n'a pas grand chose à voir et est très clair sur ce que l'épisode raconte. The Monster You Created, le monstre que tu as créé, qui est une référence à la fois au personnage et au contexte du récit. L'épisode s'ouvre sur l'enfant que Jace a tué. Vi essaye de rationaliser, Jace veut arrêter là, Vi insiste que le combat doit continuer. Elle lui fait remarquer que la seule chose qui a changé, c'est que cet enfant est mort en face de lui, mais que des tonnes d'autres meurent chaque jour à cause des actions de Silco et des décisions du conseil. Il lui demande de retirer les gantelets, elle refuse, il lui dit qu'elle n'y arrivera pas seule et s'en va. Elle regarde le corps du gamin
puis frappe le réservoir de Shimmer. Jace et Vi offrent un contraste intéressant entre un personnage privilégié qui voit pour la première fois les conséquences de ses actions et abandonne immédiatement de peur de répéter les mêmes erreurs, et un personnage qui a grandi dans ses conséquences et qui ne peut qu'agir dans l'espoir d'obtenir une meilleure conclusion. Sevika et Silco découvrent les dégâts faits à l'usine. Sevika commande sur le fait que ce ne serait pas arrivé si Jinx n'avait pas tué Marcus. On apprend alors que le gamin tué par Jace est le fils d'une des baronnes de la drogue, un choix qui me déplaît un peu. Je trouve que ça aurait plus d'impact que ce soit juste un enfant, un orphelin de plus pris dans le conflit entre Zone et Piltover. Mais il n'y a pas d'œuvre parfaite. Silco lui fait remarquer que son fils est mort pour la cause plutôt que dans une dispute interne. Finn et Sevika s'échangent un regard entendu et Finn allume son briquet, la rappelant à sa nouvelle loyauté. Victor pleure sur les restes de Sky. Il lit ses notes, puis il soulève son tabouret prêt à frapper et détruire le X-Core. Mais il n'y arrive pas. Le X-Core réagit et lui envoie un choc qui le fait tomber au sol. Tandis que sa mère profite du vin local, Mel débarque et lui ordonne de s'éloigner de Jace. Sa mère lui explique que l'homme qui a tué son frère en a encore après eux. Elle a besoin des armes X-Tech et dit qu'elle brûlerait le monde entier pour protéger sa famille. Mel répond qu'elle ne fait plus partie de cette famille depuis que sa mère l'a bannie. Cette dernière lui dit qu'elle a fait ça parce qu'elle la rendait faible, qu'elle ne pouvait plus supporter son regard lorsqu'elle prenait les décisions nécessaires pour protéger la famille. Elle lui propose de revenir, de s'asseoir à ses côtés. Elle est face à un dilemme classique, obtenir ce qu'elle a toujours voulu ou rester fidèle à ses principes. Victor jette les cendres de Sky dans la rivière en s'excusant. Il est sur le point de sauter quand Jace l'interrompt, un joli miroir de l'épisode 2. Victor lui dit qu'il doit le détruire. Jace regarde son arme en répondant qu'il sait, puis Victor précise qu'il parle du X-Core. Il lui fait promettre avant de dire une des plus belles répliques de la série qui résume leurs arcs à Jace et lui. Dans notre poursuite de la grandeur, nous avons échoué à faire le bien. Dans son bureau, Silco est confronté par Sevika, Finn et Rennie. Finn lui dit qu'il a perdu ce qui faisait de lui un grand leader. Silco lui répond qu'avant qu'il ne transforme la fissure en un projet, une seule chose comptait, la loyauté. Sevika sort sa lame et tue Finn. Silco fait remarquer à Rennie qu'en temps normal, il aurait tué son fils pour cette trahison, mais qu'ils sont en avance sur cette dette. Ce qui est brutal. La métaphore visuelle du briquet pour la loyauté continue ici avec Sevika qui l'utilise pour allumer le cigare de Silco, signifiant qu'elle ne l'a jamais trahi. Sur son bureau, Silco a une lettre de Jace. Ils se retrouvent pour parler sur les murs de la ville. Silco donne ses demandes, Jace lui fait comprendre qu'il accepte de lui parler parce que l'alternative serait un massacre de la basse ville. Il lui demande la fin du Shimmer, la gemme et Jinx. Silco la défend disant qu'elle travaillait sous ses ordres. Jace est clair. Il veut Jinx et Silco aura sa nation de Zone. Il est ainsi face à un autre type de dilemme classique, le dilemme de l'ami ou de l'idole. Ici, l'idole est l'accomplissement de tous ses rêves et l'ami est Jinx. Pour sauver l'un, il doit abandonner l'autre. Echo et Heimerdinger rejoignent l'arbre. Echo explique que ce n'est pas assez de donner aux gens de quoi survivre, il faut leur donner de quoi vivre. En gros, Echo explique en une phrase à Heimerdinger que le progrès technologique n'a aucune valeur s'il n'est pas accompagné de progrès social. Au pied d'une statue de Vander, Silco déclame son dilemme. Tout ce dont il a toujours rêvé, ne perdre que des problèmes, il exprime son désarroi face au fait d'être tant désarmé par sa fille. Mais Jinx est là. Une fois de plus, trahi. Vi fait son entrée remarquée à la dernière goutte. C'est l'heure du règlement de compte avec Sevika. Vi finit au sol, le visage en sang, un gantelet hors combat. Elle entend alors la voix de Vander. Elle se relève, crache une dent et reprend le combat avec un seul gantelet. Son bouclier s'active au moment le plus désespéré. Elle arrache le bras de Sevika et l'envoie dans le décor, puis tombe à genoux en hurlant avant de nommer sa prochaine cible, Silco. Mais Jinx apparaît derrière elle et l'assomme. Jace présente au conseil sa demande, l'indépendance de Zone. Les conseillers éclatent de colère et d'indignation. Comme dit précédemment, Jace a fini sa trajectoire en cloche et a pris sa leçon. Il ne peut pas régler ce problème par le pouvoir, les armes X-Tech n'aideront pas. La seule solution est d'abandonner la mainmise de Piltover sur Zone. Il a appris que ce qu'il faut, ce n'est pas un progrès technologique, c'est un progrès social. C'est pas faute de le répéter. Vi reprend conscience, ligoté à une chaise. Jinx reste dans l'ombre. Elle lui explique que ce n'est pas Silco qui a créé Jinx, c'est elle. Jinx est le monstre que Vi a créé en abandonnant sa petite sœur. Ce qui est d'autant plus tragique parce qu'elle l'a rejeté sous le coup d'un traumatisme violent, d'un choc qui explique parfaitement sa réaction. Et elle était prête à revenir en arrière quelques minutes après si Marcus ne l'avait pas emportée. Vi lui dit qu'elle était sa seule raison de tenir en prison. Jinx lui demande si elles sont encore sœurs. Les bougies s'éteignent, Vi répond que rien ne changera jamais ça. Jinx apparaît alors, le visage allumé par un briquet.
Elle lui dit qu'elle a toujours su qu'elle reviendrait, puis lance le briquet, allumant des bougies qui révèlent Silco ligoté de l'autre côté d'une table. Ils sont dans la conserverie où tout a commencé. Autour de la table, des poupées à l'effigie de Milo et Clagger sont installées. Jinx dit qu'il manque quelqu'un. Elle disparaît et revient avec un plat sous cloche porté par les gantelets de Vi. Elle lui dit qu'elle a rendu visite à sa copine. Vi hurle, mais il ne s'agit que d'un cupcake, le petit surnom affectueux de Vi pour Caitlyn, avec la gemme dessus. Jinx revient avec Caitlyn, Vi lui demande de la laisser hors de tout ça, mais sa sœur lui propose un dilemme. Tuer Caitlyn et retrouver Powder. Vi ne peut pas faire ce choix. Elle lui propose de partir, loin, toutes les deux. Silco s'agite. Jinx retire son bâillon et il dit que son nom est Jinx, que Vi est une menteuse, qu'elle va l'abandonner au bout d'un jour. Vi proteste, lui dit qu'elle ne lui ment pas et qu'elle est de son côté. Jinx est agitée par ses voix. Elle tire sur le mannequin de Milo. Silco lui dit qu'il va refuser de la livrer en échange de son rêve, que tout le monde les trahit, qu'il ne la rejettera jamais. C'est alors que Caitlyn se libère et menace Jinx avec sa Gatling, lui demandant de lâcher son arme. Vi la supplie d'arrêter et lui dit que c'est sa sœur. Caitlyn répond qu'elle est déjà trop loin. Jinx pose son arme sur la table. Alors que Caitlyn hésite, Jinx la désarme. Silco lui dit de tirer. Vi affirme que ce n'est pas qui elle est, lui demande de se souvenir de Milo, Clagger, Vander, leurs parents. Elle. Silco se débat tandis que Jinx est tourmentée par ses visions. Il se libère et attrape le flingue, tire. Jinx lance une salve de Gatling en retour. On ne sait pas qui a tiré sur qui. Puis on découvre que Silco a raté Vi et que Jinx a tiré sur lui. Elle se précipite à ses genoux, regrettant immédiatement. Dans ses derniers mots, Silco affirme qu'il ne l'aurait jamais abandonnée, pour rien au monde. Il lui dit de ne pas pleurer, qu'elle est parfaite. Aussi déformée était leur relation, il l'aimait vraiment comme un père aime sa fille. Vi lui dit que tout ira bien en l'appelant Powder, mais elle s'assoit à la chaise de Jinx. Elle lui dit qu'elle pensait pouvoir l'aimer comme avant, même si elle était différente, mais que Vi a changé, elle aussi. Puis elle prend la gemme et s'en va. Une musique se lance dont les paroles commencent par le titre original de l'épisode, Le monstre que tu as créé. Vi a créé Jinx, Vander a créé Silco, Jace et Victor ont créé la gemme, Piltover a créé Zone, et les créations se retournent toujours contre leur créateur. Jinx charge la gemme dans un bazooka, elle vise la grande tour de l'académie. Dans sa tête, la voix de Silco résonne. On leur montrera à tous. Dans la salle du conseil, Mel retire la chevalière de sa famille, symbolisant son choix de ses principes par-dessus ses désirs. Elle vote en faveur du plan de paix de Jace. Ironie dramatique à son paroxysme, les membres du conseil de Piltover votent un par un en faveur de l'indépendance de Zone, prêts à réaliser le rêve à l'origine de toutes les souffrances des personnages de cette série, tandis que le missile de Jinx fonce sur eux. Sous le regard impuissant de Vi et Caitlyn, le missile touche la fenêtre du conseil et la brise. C'est la fin de la saison 1 de Arcane. C'est dur de faire une fin ouverte satisfaisante, mais je trouve que la saison 1 d'Arcane a très bien relevé le défi. La saison 2 était pas encore signée et il fallait une conclusion qui boucle le récit. Et ici, pour moi, c'est le cas. Toute la série est construite autour des thématiques de l'amour et de l'abandon, des inégalités et de la violence qu'elle génère, du progrès et des risques qu'il amène. On termine sur un personnage abandonné et rejeté qui utilise les dernières avancées technologiques pour remettre en marche l'engrenage de la violence qui a mené à son abandon et son rejet. Silco parlait de la violence crasse nécessaire au changement, et l'histoire lui donne raison puisque c'est la violence crasse de Jace qui le pousse à défendre la paix. Malheureusement, la violence engendre plus de violence, et d'autres engrenages étaient déjà en marche pour s'assurer que la paix soit impossible. Et il y a une poésie certaine dans le fait que ce soit une arme Hextech qui tire sur le conseil, le même type d'arme conçue à la base pour soumettre Zone par la violence. Il y a un amour du détail dans Arcane, que ce soit des toutes petites choses comme le briquet, ou la vision globale des thèmes du récit qui permet de tout construire dans le but de raconter une histoire cohérente. Et bon, on va pas se mentir, ce qui fait qu'Arcane sort du lot, c'est le temps. La série a eu une très longue pré-production, 5 ans, c'est gigantesque. La plupart des séries Netflix sont chanceuses si elles ont 6 mois de pré-prod. Mais prendre le temps, même si ça vaut pas forcément le coup financièrement, c'est une des raisons pour lesquelles on risque de ne pas avoir de saison 3, bah ça permet de faire des chefs-d'œuvre. En 5 ans, les créateurs de la série ont pu se questionner sur ce que racontait leur histoire et comment la raconter au mieux. Ils ont eu le temps de tisser une véritable tapisserie de personnages et d'intrigues qui interagissent et se répondent. Et encore une fois, moi je parle surtout de narration, mais c'est aussi un chef-d'œuvre d'animation et de mise en scène. Et même si j'ai pu critiquer certains choix, notamment certains montages musicaux, je suis forcé de reconnaître que ces choix sont symptomatiques de ce qui a fait de cette série une telle merveille, un goût certain pour la prise de risque. Cette série tente des choses, narrativement, visuellement, musicalement, et c'est ce qui lui donne son identité
et sa force. Le résultat, c'est une œuvre absolument unique qui, partout dans le monde, rend les gens très confus quand on doit expliquer que l'adaptation en série de League of Legends n'a non seulement pas grand chose à voir avec le jeu, mais est aussi l'une des meilleures séries de l'histoire. Pas de l'histoire des adaptations de jeux vidéo. C'est pas une adaptation de jeux vidéo. Clairement, ils ont repris les personnages et quelques éléments du lore, mais dans les faits, c'est une œuvre complètement originale avec un petit badge League of Legends et le budget associé à la franchise. Et c'est merveilleux. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques années, j'avais écrit un bouquin sur des orphelins dans un univers de fantasy steampunk d'inspiration française qui tombe sur un cristal avec des pouvoirs incommensurables. C'était pas Arcane, mais c'était proche de l'esprit Arcane, notamment la fin. Le bouquin en soi était pas terrible et j'ai jamais essayé de le publier. Et quand Arcane est sorti, je me suis dit, c'est tout ce que je voulais être capable de faire narrativement. C'est l'œuvre que je voulais voir exister dans le monde. Et complètement indépendamment de moi, je vous jure que personne à Riot a lu mon bouquin, cette œuvre a été faite. Et c'est l'une des meilleures séries de l'histoire des séries. Je crois que j'ai pas de meilleure conclusion à apporter. Arcane, c'est l'histoire que je voulais voir. C'est une fresque épique qui parle d'amour, de famille, de science, de révolution, de comment les choix que l'on fait en tant qu'individu ou en tant que société nous transforment et déchirent nos relations. Elle nous montre également le poids économique et social de la lutte des classes. Tandis que les personnages de Piltover sont acteurs de leur vie et de leur destin, que leurs décisions guident leur trajectoire au sein du récit, les personnages de Zone sont victimes des décisions des plus favorisés et n'ont qu'un recours pour prendre en main leur avenir. La violence, seule force d'émancipation à leur disposition. Mais la série est assez intelligente pour montrer que les premières victimes de cette violence dans un système inégal, ce sont les défavorisés. Ils payent le prix de leur volonté d'émancipation, souvent par la mutilation de leur corps. Arcane alterne ainsi entre narration psychologique et narration sociologique, construisant les arcs de ces personnages autour de leur place dans l'univers qu'ils occupent. Et c'est cette cohérence entre les trois, récit, personnage et univers, qui forme un tout ayant su captiver le cœur d'autant de gens. Et honnêtement, la vidéo a déjà suffisamment duré comme ça, je pense être suffisamment entré dans les détails pour pas avoir à en rajouter. Je vais donc vous remercier en espérant que ça vous a plu. Et je remercie surtout les forgemots et les personnes qui soutiennent la chaîne sur Patreon. Si vous êtes curieux, je vais mettre le PDF de mon bouquin en description. Si vous avez aimé Arcane, c'est beaucoup moins bien, et c'est le premier volume d'une trilogie qui n'existera jamais. Donc vraiment, faut être curieux. Et je pense qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo après la saison 2, parce qu'au moment où j'ai écrit ce script, il n'y avait que 3 épisodes de sortie, et j'ai déjà énormément de choses à dire. La vache! Troopers du futur ici, on va parler de la saison 2 effectivement, maintenant que je l'ai vue en entier. Mais ce ne sera pas aussi détaillé que ce que j'ai fait pour la saison 1. Pour la simple et bonne raison que je ne me considère pas bon dans l'exercice des réactions à chaud à une série. J'ai besoin de temps et de recul pour faire une analyse digne de ce nom. Donc oui, je vais faire une vidéo sur la saison 2, mais pas une analyse complète. Pour ça, il faut que je me laisse le temps d'oublier la saison et de la redécouvrir. C'est comme ça que personnellement, j'ai le regard le plus critique. Un énorme merci à Morgan Menko, Pouillou, Arnaud, Biliradi, Laetitia, Femtom, Iwan R, le maître de Liprane, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Elayan, Manuel, Aegolius, Kevin de Namur, Eva Bennaïm, Arthur Burger, Zakaz, Encre de Sel, Salariel M, Orionas, Jalvorondi, Super Jésus 2, Azerxim, Ascetix, Leoff, Jogi en Jogging, Ali, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Oscar K, Jérôme, Baphomat, Lust de Lost, Joe, Melectrix, Solange Lafaille, Ghostities, Pam et Léo. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un commentaire, un like, on se retrouve très bientôt, Tropper, out. Oui. Bye bye.